Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire, à ce premier webinaire de l'année organisé par BMCE Capital, pôle banque d'affaires de Bank of Africa, BMCE Group. Sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire qui a pour thématique quelle stratégie d'investissement adopter sur le marché boursier en 2022. Ce webinaire se déroulera en deux grandes parties. Une première partie de présentation sera réalisée par les experts de BMCE Capital Global Research, puis une session de questions-réponses dans laquelle nos experts vont répondre à vos questions, donc à la fois nos experts de BMCE Capital Global Research et de BMCE Capital Bourse. Donc, sans plus tarder, vous pouvez d'ores et déjà commencer à poser vos questions sur le chat qui est mis à votre disposition sur l'application Zoom. Et pour commencer, je passerai la parole à Dounia Filali qui va initier la présentation. Bonjour Dounia. Merci Reda. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Donc fidèle à notre approche top-down, notre présentation va d'abord zoomer un peu sur la macroéconomie qui semble bien réjouissante pour notre pays en 2021. En fait, selon une dernière prévision du HCP, la croissance économique devrait ressortir en rebond de plus 7,2% en 2021 versus notre scénario central de 6%, ce qui va permettre en fait d'effacer les pertes qu'on a accumulées en 2020 en pleine pandémie et qui s'établissaient à moins 7,60%. Donc, pourquoi cette embellie? Quelque part, on a réussi à réaliser une excellente année agricole. Il y a eu une non-récurrence du confinement qui a permis à la consommation interne de reprendre de plus belle. Et également, on a une excellente dynamique à l'export suite à la relance de la demande mondiale qui a été adressée au Maroc, notamment dans certains secteurs, à savoir phosphate et automobile. Alors, pour 2022, la Banque centrale et le projet de loi de finances tablent sur un accroissement, cette fois-ci, du PIB de 3,2% en 2022 contre 2,9% pour notre scénario central. À quoi est due cette décélération? Principalement à une campagne agricole actuelle attendue moins florissante que celle enregistrée la saison précédente. Je vous le rappelle, elle avait culminé à près de 103 millions de quintaux. Et cette année, le budget tape sur une récolte pour 2021-2022 plutôt de l'ordre de 72 millions de quintaux. Mais compte tenu de la faible pluviométrie qu'on a enregistrée jusqu'à là, ce chiffre, on ne devrait a priori pas l'atteindre et on se fixerait davantage autour de 50 millions de quintaux, ce qui reste quand même une baisse de près de 50% de notre récolte agricole. Alors, sur une autre thématique, on peut également noter que la fermeture des frontières sur une partie de 2022 sur laquelle on n'a aucune visibilité, en raison tout simplement de l'apparition, de la propagation rapide du variant Omicron, devrait également impacter le potentiel de croissance pour 2022 en raison du fait que ça impacte de plein fouet les recettes touristiques. Alors, il faut bien sûr rappeler que ces projections de croissance elles restent tributaires de certains éléments. Déjà, d'une poursuite de l'amélioration de la demande mondiale adressée au Maroc, d'un autre côté, de la consolidation des investissements directs à l'étranger, et bien sûr du maintien des transferts des MRE qui ont atteint un niveau record en 2021. Déjà en octobre, à fin octobre 2021, on était sur une hausse de 43%, on avait atteint près des 80 milliards de transferts MRE. Alors sur un autre volet, on va parler un peu des finances publiques, on a le déficit budgétaire qui devrait légèrement s'atténuer en 2021 comparativement à 2020. Qui devrait s'établir à peu près moins 7,1% du PIB. C'est un niveau qui demeure certes en baisse, mais encore trop élevé comparativement à ceux qu'on enregistrait avant la crise. On était davantage aux alentours des moins 5%. Donc ça, il semble assez primordial, en tout cas pour l'exécutif, de s'atteler très rapidement, dès début 2022, à la réduction de ce déficit global, afin de limiter un peu la pression qui est exercée sur les finances publiques, d'une part avec le paiement des intérêts, le paiement du principal, etc., mais également de laisser une marge de manœuvre pour qu'on puisse faire face à de nouveaux chocs exogènes. La pandémie n'est pas terminée, elle est encore devant nous, et d'un autre côté, de financer un peu nos ambitions, les ambitions du Maroc, avec le nouveau modèle de développement dont on a beaucoup parlé ces derniers mois. Donc voilà, le Trésor, d'une autre part, devrait également faire face à d'autres défis, déjà à une remontée des taux à partir du S2 2022, et il devrait commencer à planifier efficacement son recours à la dette externe, compte tenu de la hausse des taux en vue à l'international. On sait qu'aux États-Unis, dès 2022, il devrait y avoir une triple hausse des taux d'intérêt. En Europe, le débat est encore là, mais on sait que vu l'inflation galopante, on devrait s'attendre à une hausse d'intérêt fin 2022, peut-être en 2023. Et tous ces éléments font qu'il devrait y avoir un renchérissement de le coût de l'endettement extérieur.
Donc, c'est vraiment un défi que le Trésor devrait relever. Alors, d'autre part, si on part au niveau de tout ce qui est commerce extérieur, etc., l'année 2021 était quand même marquée par une détérioration du taux de couverture qui s'est établi plutôt autour de 62% contre 62,5, 63% une année auparavant. Donc, cette évolution est assez simplement explicable par trois gros éléments. Déjà, par une hausse de la facture énergétique dans un contexte de flambée des cours du pétrole. Ils étaient en hausse de près de 50% à fin 2021. Ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, on a un peu la reprise de la demande interne, un dynamisme de la consommation qui a induit un effort volume. Les gens consomment plus, donc on apporte plus par conséquent. Et le troisième point, c'est l'importation des vaccins qui étaient nécessaires au bon déroulement de notre campagne de vaccination qui a été entamée début 2021. Heureusement que d'un côté, on a eu la résilience un peu des exportations marocaines qui a permis de limiter cette dégradation du coût de couverture. Mais tout ça a un peu un impact. On a eu un impact prix à l'import qui a fini par provoquer une hausse des prix dans le royaume via ce qu'on appelle une inflation importée. Et ça, c'est dès le mois de septembre qu'on l'a observé. Donc, l'IPC a terminé en fait au final l'année sur une hausse de 1,4%. C'est certes supérieur au niveau pré-pandémie, mais ça demeure vraiment très loin des niveaux qui ont été enregistrés à l'international. Début janvier, l'Europe, justement, l'Union européenne a publié ses chiffres sur l'inflation qui est en hausse de 4,9%. Les États-Unis, ils étaient au-dessus de 7%. Donc, c'est vraiment une inflation qui a été relativement contenue. Mais même si jusqu'à là, on a réussi un peu à contenir cette inflation au Maroc, rien ne nous prémunit d'une accélération de la hausse des prix à l'avenir, surtout si nos principaux partenaires, comme je les ai cités, l'Europe, les États-Unis, etc., ne parviennent pas à contenir les pressions inflationnistes qui sont exercées sur leurs économies et qui sont exercées notamment via les cours du pétrole. Donc, il faut savoir qu'en dehors des 50% qui ont été constatés en 2021, on a déjà depuis le début de l'année, c'est-à-dire à peu près 3 semaines, on a déjà une hausse de près de 13% des cours du Brent et du WTI. Donc, il devrait y avoir quand même une pression assez à la hausse par rapport au cours du pétrole en 2022, mais également on parle des matières premières et des produits agricoles. Alors, vu tout ce qui précède, notre Banque centrale a tablé pour 2022 sur une inflation plutôt de l'ordre de 2,7%. Donc, je vous invite maintenant à jeter un peu un coup d'œil sur nos différents scénarios économiques pour 2022. Donc déjà, pour le scénario central, comme vous le voyez, si la récolte céréalière projetée par la loi de finances ne nous fait pas défaut, on devrait afficher plutôt une croissance du PIB de 2,9%. Dans le cas, par contre, on a vraiment une mauvaise campagne agricole, on devrait assister à une progression beaucoup plus molle de notre économie et seulement avoir une croissance du PIB de l'ordre de 1,4%. Enfin, dans le cas contraire, si vraiment la pluviométrie s'avère exceptionnelle d'ici la fin de l'année, enfin d'ici mars plutôt, si on a une forte dynamique tant dans la demande interne que celle externe, on pourrait hypothétiquement tabler sur une hausse de 5,2% de croissance, mais ça reste très peu probable. Alors, pour finir avec ce panorama, on a également fait une cartographie qu'on appelle des opportunités et des risques et on va projeter sur ce slide, en fait, c'est l'ensemble des éléments qu'on vient de préciter et qui vont être exposés, mais cette fois-ci, en précisant si c'est des risques majeurs, si c'est plutôt des risques mineurs, c'est probable, c'est très peu probable, donc ça permet d'avoir une vision assez globale, en fait, de la situation macroéconomique au Maroc actuellement. Donc voilà pour ma part, pour la part de la macroéconomie. Donc je redonne la parole à Rita pour la suite des événements. Merci Dounia. Alors, donc pour Reda, si tu peux partir sur le graphe, s'il te plaît, de l'évolution des indices. Voilà, merci. Alors, donc, pour revenir donc, sur l'évolution des indices en 2021, donc, on a eu d'excellentes performances du MASI qui s'est fixé à qui a clôturé l'année sur une performance de 18,35%. Donc, ça fait, depuis 2016, on n'a pas eu une performance aussi bonne sur le marché. Donc, il y a un ensemble d'éléments qui ont permis de réaliser cette performance. Donc, à savoir, déjà, il y a eu le résultat des élections qui a donné un regain de confiance sur le marché. Il y a eu également l'introduction de TGCC également, qui a également permis un regain de confiance aussi des investisseurs et de voir un petit peu l'appétence sur le papier frais. Alors, je ne sais pas si vous avez il y a un problème au niveau de la presse, Reda, si tu peux, s'il te plaît, repartager.
pour permettre de suivre. Voilà, merci. Alors, donc en termes de volume, donc c'est slide, voilà, juste voilà. Donc la slide d'après, s'il te plaît, Reda, slide 8. Alors, s'agissant des volumes, donc on a effectivement un certain dynamisme qui reste de mise avec une performance, une progression de plus de 30% du volume global. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, l'année 2020 et 2021 étaient l'année 2020 était particulièrement dynamique, mais cette année encore plus dynamique, et ça a été essentiellement porté par tout ce qui est opération de bloc essentiellement. Donc, on a eu notamment l'opération de cession 35% des parts de l'État dans Marsa Maroc pour à peu près 5 milliards, et un certain nombre d'opérations aller-retour sur BCP en fin d'année, et également une transaction qui correspond à la CMR pour 1,4 milliard. Donc, tous ces éléments ont permis d'avoir aussi un marché dynamique en termes de volumétrie. Donc, slide suivante. Alors, ça, c'est les principaux indicateurs. Donc, en termes d'évolution du bon du Trésor et par rapport au dividend yield, donc on reste quand même un spread qui est quand même assez intéressant en 2021, mais il s'est quand même réduit, donc entre 60 et 100 points, enfin entre 100 et 60 points de base, et il devrait probablement être amené à se réduire, comme l'a précisé Dounia, par rapport à l'évolution des taux qui est constatée. Alors, en termes de peers, donc on reste toujours supérieur aux pays émergents. Avec structurellement un price to book, un price only ratio qui est aux alentours de 21 fois les bénéfices sur les 10 dernières années, mais qui est amené à se réduire sur 2022, sachant qu'effectivement en 2020, on avait constaté un niveau record de 33 fois les bénéfices. Alors en termes de dividend yield, on reste un peu moins généreux que les peers des pays émergents. Alors, slide suivante. Donc, juste un petit rappel sur les réalisations T3, juste pour conforter un petit peu cette bonne orientation des côtés. Donc, déjà, on voit que sur les 9 premiers mois de l'année, on a une progression de 8% du chiffre d'affaires. Donc là, ce qui est intéressant de voir, c'est que les industries reviennent sur le terrain avec donc une progression de plus de 10%. Donc, c'est essentiellement les secteurs qui ont plus pâti de la crise qui commencent à reprendre, donc notamment tout ce qui est opérateurs gaziers, la distribution spécialisée, les opérateurs BTP, et également le secteur des assurances qui affiche également une progression de 10%. C'est essentiellement tiré par tout ce qui est activité vie, sachant que ça s'était tassé en 2020. Alors, en ce qui concerne les financières, donc on est sur une progression qui est satisfaisante de 3%, mais moins importante que ce qui a été constaté en 2020, parce qu'effectivement, il faut se rappeler que l'année dernière, on avait un certain dynamisme qui était lié à tout ce qui était produit d'Aman. Alors, donc en séquentiel, on est sur une progression de 1,1%. Permettez-moi déjà Oui, merci Reda. Donc, on peut passer au portefeuille. Donc, s'agissant du portefeuille 2021, donc on aimerait revenir sur la performance qui est tout à fait, qui est une excellente performance, donc un excellent cru, donc avec une hausse de 34% des gains contre 22% pour le MASI RB. Ce qu'il faut savoir, c'est que le portefeuille est constitué en fin d'année, et il fait l'objet d'un certain nombre de remaniements tactiques tout au long de l'année pour essayer d'optimiser les gains. Donc là, en l'occurrence, on a profité de paris gagnants sur certaines valeurs, notamment HPS. D'autres valeurs sont sorties du portefeuille, donc on pourra aller voir, voilà, pour essayer d'avoir la performance la plus intéressante. Donc, slide suivante, Reda. Alors, voilà, donc là, c'est pour retranscrire un petit peu la variation qu'il y a eu en termes de performance. Alors, donc là, c'est les principaux contributeurs à cette performance. Donc, on s'était positionné sur des secteurs qui étaient résilients en 2021, donc, et donc ça a été quelque part des paris réussis, comme le cas de Sotema avec une performance de plus de 195%. On a eu Disway plus 123%, La Belle Vie 71%, Snap 58% et Cosumar 57%.
on était sur essentiellement des valeurs qui sont les valeurs qui ont le plus contribué à cette performance sont essentiellement des valeurs et 14% pour les valeurs cycliques. Donc ensuite, donc là, on va vous présenter les principaux catalyseurs qui nous ont permis d'être un fondement et une base pour la constitution du nouveau portefeuille en 2020. Ce qu'il faut savoir, donc là, en termes de croissance économique, on est sur une consolidation de la croissance économique. Donc, on est parfaitement en ligne avec, pour notre scénario central qui table sur une progression de 2,9%, donc avec BAM et le ACP. Donc, après, les incertitudes, c'est bien évidemment, comme l'a dit Dounia en début de présentation, c'est la contribution de la valeur ajoutée agricole qui dépend bien évidemment de la pluviométrie et qui est pour le moment en deçà d'une saison normale. Ensuite, bien évidemment, un phénomène qui est inhérent qui touche les marchés, même à l'international, c'est la hausse des matières premières et des hydrocarbures. Voilà, ceci dit, pour la bonne nouvelle, c'est que, voilà, concernant les prix des frais du transport, il s'est tassé sur les matières premières compte tenu de leur recrudescence et donc ça peut impacter la balance commerciale et l'inflation. Après, la bonne nouvelle, c'est la mise en œuvre du fonds Mohamed VI qui est doté d'un montant de 45 milliards qui devrait être de nature à dynamiser et à permettre la croissance d'un certain nombre d'entreprises. Alors, en termes de capacité bénéficiaire, donc, je souhaiterais rappeler nos pronostics qui ont été ajustés au mois de septembre. Donc, on est sur une hausse prévisionnelle de 11,4%, sachant, bon, pour rappel, qu'en 2021, on table sur une progression de plus de 50%, qui est essentiellement liée à un certain nombre d'éléments non récurrents, qui étaient un fort provisionnement, des provisions qui ont été constatées sur le secteur immobilier, et également la non-récurrence des dons Covid. Donc, ceci dit, cette année, pour 2022, on devrait continuer à avoir une amélioration du coût du risque. La relance de l'activité construction, comme on l'a pu déjà le constater au T3 au niveau des réalisations, du moins des sociétés qui sont cotées dans le domaine du BTP, dans le secteur du BTP, et également le redressement du flux du trafic portuaire. Et on espère également un retour à plein régime d'activité des CHR et des industries. Donc là, on a eu une fermeture des frontières, donc ça a lourdement impacté le tourisme de façon plus générale et les CHR également. Mais ceci dit, la bonne nouvelle, c'est que l'OMS a émis de nouvelles recommandations. Très récemment, ça s'est passé cette semaine. Donc, pour dire que toutes les mesures restrictives concernant les déplacements internationaux n'ont eu aucun impact et n'auront aucun impact sur la situation sanitaire. Donc, ça ne sert à rien de les mettre en place, ce qui est une bonne nouvelle qui pourrait un petit peu nous donner un espoir contre une fermeture éventuelle des frontières, une nouvelle décision dans ce sens-là. Donc, après les éléments négatifs, c'est la hausse du coût des intrants et des matières premières qui pourraient affecter les sociétés. Après, là, il faut vraiment, dans notre sélection, on le verra par la suite, c'est qu'il faut vraiment miser sur des sociétés qui ont un pricing power élevé et qui devraient ne pas répercuter, pouvoir répercuter cette hausse des prix et ne pas être impactés au niveau de leur marge. Donc, on a également des difficultés d'approvisionnement pour la filière de distribution automobile, bien évidemment, avec la problématique des semi-conducteurs et des semi-conducteurs qui pourraient éventuellement impacter les sociétés cotées et une possible reconduction de la fermeture des frontières. Bon, même si après la recommandation de l'OMS, on est vraiment plus optimiste par rapport à cette mesure-là. Donc, s'agissant de notre arbitrage action-obligation, donc il est plutôt favorable à l'action, en particulier pour les institutionnels, mais attention au niveau élevé de valorisation du marché boursier. Autre élément, c'est également donc avec un risque de hausse des taux qui pourrait également impacter impacter cet arbitrage qui pourrait devenir défavorable pour l'action. C'est pour ça que d'ailleurs, au niveau de notre portefeuille, nous avons aussi misé sur des valeurs à niveau de rendement élevé pour pouvoir pour cet arbitrage en faveur de l'action. Alors enfin, par rapport au nouveau modèle de développement,
Donc, il peut être, enfin, c'est un véritable catalyseur également pour les marchés, avec une ambition de porter la capacité cible à 66% du PIB, alors qu'actuellement, on est aux alentours de 59-60%. Voilà, pour les catalyseurs. Alors, on va voir quels sont les axes stratégiques. Donc, si tu peux passer à la slide suivante, Reda. Alors, pour les axes d'investissement, donc, on a une stratégie d'investissement qui se décline en 5 axes. Donc, on devrait, donc pour le premier axe, de la croissance économique, comme tel qu'on l'a présenté au début de présentation, c'est demande interne, donc avec une croissance moins importante que celle qui est constatée en 2021. Donc, qui pourrait avoir comme application une inflexion du rythme de croissance de la capacité bénéficiaire des sociétés cotées. On a également des tensions inflationnistes qui pourrait être transmise via le commerce extérieur, donc notamment, comme on l'a dit, la hausse du prix des intrants et des denrées agricoles tel qu'on le constate actuellement, et un problème de capacité de production qui est lié à des problèmes de logistique et chaîne d'approvisionnement au niveau international. Donc là, ça nécessite de la part des sociétés de mettre en place des couvertures pour pouvoir faire face à ces risques-là. Donc ensuite, comme autre axe, il faut prendre en compte aussi la possible remontée des taux, donc avec la pression budgétaire, la hausse des taux en vue à l'international, qui pourrait renchérir le coût de l'endettement à l'international pour le Maroc, et une hausse des spreads escomptée sur les pays émergents et en développement, et d'ailleurs c'est le cas actuel. Donc là, on pourrait avoir la réduction de l'appétence des investisseurs pour l'action. Alors nous, un autre axe, donc on est sur la réitération de la thématique défensive, puisqu'effectivement, compte tenu des différentes incertitudes que nous avons évoquées sur les slides précédents, c'est qu'il faut choisir des sociétés qui ont un profil de résilience face à toutes les situations. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les pays développés, donc on est déjà sur une stratégie cyclique parce qu'ils anticipent véritablement une reprise, mais le profil défensif reste majoritairement choisi ou adopté par les pays émergents. Alors, donc là, ça induit le fait de privilégier des valeurs bancaires et les valeurs de services de base, agro, électricité, et les concessions. Alors, également, on devrait, en dernier axe, c'est l'orientation vers une optique yield, comme je le disais tout à l'heure. Donc, tout en choisissant des valeurs à upside important, il faut vraiment se diriger vers des sociétés qui proposent un rendement de dividendes très attractif pour pouvoir contrer une évolution, une éventuelle hausse des taux. Et bien évidemment, être orienté par PowerL, comme je le disais tout à l'heure. Donc, si tu peux passer à la slide suivante, Reda. Donc, juste pour permettre de suivre. Alors, donc là, pour la stratégie qui est adoptée au niveau du portefeuille, donc on reste sur une méthodologie comme à l'accoutumée qui reste orientée type top. On va mettre en place un filtre macro et sectoriels pour voir quels sont les secteurs qui sont à même de mieux résister à une situation macroéconomique donnée, compte tenu d'un environnement donné. Et ensuite, on va faire, sur la base de ces valeurs, de ces secteurs qui sont sélectionnés, on va faire une sélection sur des caractéristiques fondamentales et quantitatives pour chaque valeur, pour vraiment sélectionner les top performers au niveau des différents secteurs d'activité. Donc, sur 2022, on devrait toujours s'orienter vers des secteurs qui devraient continuer de faire preuve de résilience. Donc, comme je l'ai dit, les banques, les télécoms, la pharma, les concessions portuaires, et rester sur des profils défensifs par l'introduction notamment des valeurs qu'on n'avait pas dans notre portefeuille, à savoir Total et CIH, avec maintien d'une forte pondération sur des valeurs qui ont un rendement, comme le cas par exemple d'Atlanta. Et nous avons également introduit la nouvelle recrue de la place qui est GCC pour profiter du
potentiel qui est offert, sachant que nous sommes quand même très consciemment placés un certain nombre de valeurs sous surveillance du portefeuille ou qui ont, on pourra revenir dessus, une incertitude sur un élément donné, ont été retirés du portefeuille mis sous surveillance en attendant une opportunité de les remettre au niveau de notre sélection de vente, Reda. Alors, donc ça, c'est la stratégie d'allocation. Donc, on est quand même un portefeuille à majorité défensive. Donc, d'ailleurs, c'est une des caractéristiques même de la planète. Donc, avec un profil on va peut-être faire une allocation plus importante et introduire des valeurs semi-cycliques comme celle du BTP, dans lequel on commence à voir des meilleures performances, en tout cas pour 2022, qui sont anticipées. Voilà. Tu peux passer à la slide suivante, Reda? Alors là, donc c'est une présentation du portefeuille 2022 par rapport à l'allocation en 2021. Donc, montrer le statut, quelles sont les valeurs qu'on a sous-pondérées par rapport à l'ancien portefeuille. Et à titre indicatif, la pondération marché pour voir est-ce qu'on est plus ou moins en ligne avec la pondération marché ou qu'on a une forte conviction sur certaines valeurs pour pouvoir vraiment les surpondérer. Voilà. Donc, c'est bon, Reda, si tu peux passer. Alors, voilà, donc je vais introduire Khadija pour nous présenter ses convictions sur les valeurs bancaires et assurances et nous montrer quels sont les drivers et les warnings qui sont mis. Merci Rita. Bonjour tout le monde. Donc, avant de passer en revue les différentes valeurs financières qui ont été retenues dans notre portefeuille, je vous propose de faire un topo rapide sur le secteur bancaire. Donc, comme vous le savez, le secteur bancaire fait l'objet aujourd'hui d'une reprise confirmée. Donc, on l'a bien vu au niveau des réalisations au T3 2021, qui ont d'ailleurs fait ressortir un bond de 2 fois de la capacité bénéficiaire des banques cotées. Alors, suite à 2 principaux éléments. Donc, le premier élément, c'est l'allègement du coût du risque et le deuxième, c'est la non-récurrence des dons au fonds Covid-19. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que cette reprise devrait être constatée également sur le T4 2021 et sur l'année 2022 grâce à différents facteurs, dont principalement la poursuite de la détente du coût du risque. Donc, dans le cadre de l'élaboration de notre portefeuille pour l'année 2022, notre choix s'est porté sur 3 banques, donc à savoir Tijari Wafa Bank, BCP et CIH Bank, qui disposent, selon nous, des moyens nécessaires pour faire face aux répercussions de la crise sanitaire. Donc, je vous propose de commencer par Tijari Wafa Bank. Donc, c'est une valeur sur laquelle nous sommes très positifs en raison de plusieurs éléments. Donc, le premier élément concerne la solidité financière de la banque qui se traduit d'ailleurs par un renforcement continu de ses fonds propres à travers différentes opérations. Donc, je vous rappelle que la banque a effectué une augmentation de capital en 2021 de près de 800 millions de dirhams, mais aussi 2 émissions obligataires qui ont totalisé 1 milliard de dirhams. Le deuxième élément porte sur sa forte capacité à faire face aux conséquences de la crise sanitaire et c'est une capacité qui est justifiée par son matelas de provision qui est très confortable et qui intègre d'ailleurs une PRG de près de 3 milliards de dirhams en social, mais aussi un encours de provision de près de 28 milliards en consolidé, ce qui est quand même assez important. Autre point important, c'est la dynamique de son activité commerciale, qui est d'ailleurs soutenue par des niveaux très confortables en termes de ratio de solvabilité. Donc, pour info, la banque table sur un ratio Tier 1 et un ratio de solvabilité global de près de 11% et de 13% respectivement à fin 2022, ce qui va justement lui permettre d'avoir une certaine dynamique en termes de distribution de crédit. Et enfin, le dernier point positif, c'est l'amélioration attendue de son taux du coût du risque, qui d'ailleurs devrait s'établir, selon nos prévisions, à un niveau de 0,8% en 2022, avant d'atteindre un niveau d'avant-crise de 0,7% en 2023.
Donc ça, c'est pour les éléments positifs. Sinon, en termes de warning, il se pourrait que les effets de la pandémie conduisent à un mauvais comportement de ces filiales africaines. Donc ça, c'est pour Tijari. Passons maintenant à BCP. Donc, BCP, une valeur qui semble faire preuve de résilience face à toute épreuve. Donc, cette situation s'explique notamment par un matelas de provision qui est très confortable et qui intègre une PRG de près de 4 milliards de dirhams, dont l'affectation est libre à hauteur de 50%, mais aussi un fonds de soutien de 4 milliards de dirhams qui lui permet justement de faire face aux différents changements réglementaires qui impactent le secteur. Alors, toujours par rapport au volet réglementaire, la banque dispose d'un ratio de solvabilité, qui est assez confortable, donc il se situe à 13%, et c'est ce qui lui permet justement de renforcer son engagement en faveur de ses clients. Autre point, alors je vous signale que la banque a déployé une nouvelle stratégie à horizon 2026 qui s'appuie justement sur une accélération de son offre digitale, sachant que 65% de ces transactions se font déjà à travers ce canal. Au volet opérationnel et comme les autres banques de la place, le taux du coût du risque de BCP devrait diminuer progressivement à 1,5% en 2022 avant d'atteindre un niveau d'avant-crise de 1,3% en 2023. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que BCP présente un taux du coût du risque qui est historiquement élevé. Donc, il se situe à un niveau de 1% contre une moyenne sectorielle de 0,7% en 2019. Alors, la dernière valeur que nous avons retenue pour le secteur bancaire est CIH Bank. Donc, je pense que c'est une valeur qui ne cesse de nous surprendre, particulièrement grâce à sa dynamique commerciale hors pair. Donc, justement, elle devrait capitaliser sur l'enrichissement continu de son offre, mais aussi sur sa stratégie commerciale agressive pour afficher une hausse de près de 7% de ses crédits en 2022. Je vous rappelle aussi que la banque présente un niveau très confortable de ratio de solvabilité globale. Donc, il se situe à peu près 14% sur base consolidée et 16% sur base individuelle. Donc, c'est un niveau qui est largement supérieur à la moyenne sectorielle, ce qui explique justement sa forte capacité de distribution. Sinon, en termes de réalisation, donc, comme pour Tijari et BCP, CIH devrait aussi afficher une forte amélioration de son coût du risque avec un taux de 0,7% en 2022 avant d'atteindre un niveau d'avant-crise de 0,6% en 2023. En termes de warning, bon, il faut savoir que la banque a un niveau assez faible du ratio Core Tier 1, donc il se situe à un niveau d'à peu près 7,5% et elle affiche une évolution qui est quand même assez erratique de son coût du risque sur les dernières années. Donc, c'est tout pour les banques. Je vous propose de passer au secteur des assurances. Donc, le secteur des assurances qui, comme le secteur bancaire, a fait l'objet d'une forte reprise en 2021. Donc, on l'a vu avec la hausse de près de 11% des primes globales à fin novembre, qui a été portée principalement par le bon comportement de l'épargne. Donc, pour ce secteur, nous avons décidé de retenir 2 opérateurs cotés, donc à savoir Wafa Assurance et Atlanta Sanad. Je vous propose de commencer par Wafa Assurance. Donc, Wafa Assurance qui est le leader incontesté du secteur avec une part de marché de près de 18%. Donc, nous sommes très positifs sur la valeur en raison de 2 principaux éléments. Alors, le premier élément porte sur la solidité financière de l'assureur, qui se traduit d'ailleurs par une marge de solvabilité très confortable de près de 300%, mais aussi par sa capacité à maintenir son statut de leader dans un contexte qui est quand même marqué par une très rude concurrence. Donc ça, c'est pour le premier élément. Le deuxième élément concerne les perspectives prometteuses qui se présentent pour l'assureur, donc notamment en Afrique. Donc, je pense que vous le savez, la compagnie a décidé d'accélérer sa stratégie d'expansion en Afrique à travers de nouvelles implantations qui sont prévues sur les 5 prochaines années. Donc, l'objectif serait d'atteindre un taux de couverture de 65% contre 39% aujourd'hui.
Autre point important, c'est que l'opérateur devrait procéder à la consolidation de ses filiales au S1 2022, donc ce qui devrait avoir un impact positif sur ses réalisations, notamment en termes de primes. Donc, on table sur un niveau de primes additionnel de près de 1,3 milliard à horizon 2025 et un RN additionnel de près de 100 millions de dirhams sur le même horizon. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a certaines contraintes réglementaires en matière de renforcement des fonds propres dans la zone CIMA qui pourraient éventuellement entraver le développement de sa stratégie en Afrique conformément au calendrier qui a été initialement fixé. Donc ça, c'est pour Wafa Assurance. Le dernier argumentaire que je vais vous présenter concerne Atlanta Sanad. Donc, c'est une valeur à laquelle nous croyons énormément, donc particulièrement sur le plan fondamental. En effet, c'est un assureur qui fait preuve de façon continue d'une dynamique commerciale, donc grâce à sa stratégie agressive qui se traduit par un lancement continu de nouvelles offres, mais aussi par une accélération de son processus de digitalisation. En termes de perspective, il faut savoir que le démarrage prochain du Takaful devrait naturellement lui permettre de constater un chiffre d'affaires additionnel et de détenir aussi une part de marché très importante sur ce volet qui est en lien justement avec le développement attendu de l'activité avec Omnia Bank, donc Omnia Bank qui est la filiale participative de CIH Bank. Et enfin, au volet stratégique, donc, il est important de souligner que la prise de contrôle probable de Crédit du Maroc par Allmarcom, donc si elle se concrétise bien sûr, pourrait permettre à Atlanta Sanad de se développer davantage sur le volet banque assurance qui constitue d'ailleurs les 2 tiers de son chiffre d'affaires. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je laisse la parole à ma collègue Imen Fouel. Merci Khadija, bonjour à tous. Je passerai aux valeurs industrielles et je commencerai par des secteurs qui ont fait preuve de résilience en 2021 et qui devraient maintenir une bonne performance en 2022. Le premier secteur est le secteur minier qui assiste actuellement à des tendances haussières des différents métaux et ce trend devrait a priori se poursuivre sur toute l'année 2022 ou du moins se maintenir à des niveaux élevés, notamment pour les métaux de base, qui font face à des perspectives d'évolution économique très importantes dans un contexte de redémarrage global de l'économie et de la hausse de la demande liée à la transition énergétique. Donc, cette croissance profiterait essentiellement à Managem, qui devrait afficher des niveaux de marge très intéressants sur la période 2021-2024, capitalisant principalement sur la diversification de son portefeuille qui lui permet de profiter de la tendance haussière des différents métaux. Donc, le groupe s'articule autour de la valorisation de gisements locaux et africains proposant un important potentiel de croissance, de l'augmentation des capacités de production de ces différentes mines aurifères, Prika et Gaba à 6 tonnes à horizon 2022, ainsi que la mise en production prochaine du gisement cuprifère de Tizert, représentant un relais de croissance important pour la minière. Il convient de rappeler qu'au S1 2021, Managem a affiché un RMPG en ascension de 89% à 185 millions de dirhams. Et en termes de recommandations, nous sommes accumulés pour la valeur pour un cours cible de 1737. Le secteur qui suit est celui pharmaceutique, représenté dans notre portefeuille par Sotema, qui devrait poursuivre le renforcement de ses performances grâce à la diversification de son portefeuille de traitement, composé de 300 médicaments fabriqués et importés, au développement de son activité à l'export à travers l'augmentation du nombre de demandes d'AMM déposées auprès des autorités de santé, notamment en Afrique et au Moyen-Orient, ainsi que sa capacité récurrente à lancer de nouveaux produits.
En 2022, le laboratoire devrait profiter de la montée en puissance de l'activité des anticancéreux biosimilaires et la consolidation de la production des antibiotiques à base d'huiles essentielles. Donc, sur le moyen terme, Sotema devrait capitaliser sur son expérience de mise en bouteille du vaccin anti-Covid sous forme d'injectables, espérant pouvoir se lancer dans la production d'autres vaccins dont les marges sont davantage confortables. En ce qui concerne les réalisations de Sotema, le résultat net au S1 2021 ressort en progression de 21% à 134 millions de dirhams pour une marge nette qui se fixe à 13,6%. Nous restons positifs sur la valeur que nous recommandons d'accumuler dans les portefeuilles pour un cours cible de 1642 et des PE de 36,5 et 32,9 en 2021 et 2022. Je passerai à la valeur suivante et c'est Marsa Maroc, pour laquelle 2022 devrait être une année prometteuse grâce au redressement des flux portuaires gérés par la société dans un contexte d'allègement d'impact de la crise sanitaire ayant marqué les 2 dernières années. De plus, la société pourrait capitaliser sur l'éventuelle obtention d'une ou plusieurs concessions sur les nouvelles infrastructures portuaires, à savoir Nord-Ouest Med, qui devrait offrir des capacités additionnelles annuelles de 3 millions de conteneurs OVP, 7 millions de tonnes de vrac solide, 25 millions d'hydrocarbures et 200 000 véhicules, et aussi le port d'Arla Atlantique. D'une autre part, la société devrait profiter de la consolidation de Tanger Alliance, particulièrement l'activité transbordement qui représente 93% du trafic géré par la filiale. En termes de réalisation, Marsa Maroc a affiché un RMPG en bond de 3,5 fois au S1 2020 à 257 millions de dirhams. Nous recommandons ainsi de conserver la valeur dans les portefeuilles compte tenu d'un cours cible de 299 offrant un upside de 5,5% par rapport au cours en bourse. Enfin, la dernière valeur est TGCC, qui devrait parvenir d'une part à diversifier son activité avec le développement de sa présence sur les marchés des travaux publics, qui, dans un contexte concurrentiel, pourrait représenter un relais de croissance intéressant. Et d'une autre, étoffer l'offre interne suite au renforcement de sa verticalisation à travers l'acquisition d'ici fin 2022 d'Advanced Vision Morocco. Donc, parallèlement, la société devrait poursuivre le développement de son activité dans le continent africain, notamment l'Afrique noire, avec pour ambition de maintenir la contribution de cette région à près de 10% à horizon 5 ans, via la réalisation de projets pour des donneurs d'ordre en partenariat public-privé, principalement en Côte d'Ivoire et Guinée-Conakry, et le sourcing de nouveaux projets dans des régions, dans des pays de la sous-région et au Cameroun. Donc, ça sera tout pour moi. Je passerai maintenant la parole à mon collègue Yassine pour d'autres valeurs. Donc, bonjour à tous. Nous passerons maintenant au secteur des nouvelles technologies, qui a souvent démontré une résilience face aux dernières phases de récession économique. Et nous assistons à une extension escomptée d'utilisation des nouvelles technologies vers de nouveaux secteurs tels que la santé, l'automobile ou encore la grande distribution. D'autre part, rappelons que ce contexte pandémique, encourageant le télétravail pour les entreprises, appuierait la croissance du secteur, notamment par la hausse des budgets IT. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a choisi Microdata et Thisway,
Donc, Microdata qui poursuit son chantier de transformation digitale avec un renforcement du cloud et se positionne sur de nouvelles niches à valeur ajoutée, telles que la big data et le blockchain. L'activité télécom aussi pourrait de son côté s'accroître, notamment grâce à la croissance du taux de pénétration du marché Internet de plus de 22% en glissement annuel pour s'établir à peu près 93%. Et de plus, avec un dividend yield de 5,7%, le groupe assure une distribution attrayante avec une moyenne de 5,6% entre 2019 et les prévisions de 2022 qui sont prévues à 4,9% de dividende, de dividend yield. Donc, nous recommandons ainsi de conserver la valeur dans les portefeuilles compte tenu d'un cours cible de 724 dirhams, offrant un upside de 6,4% par rapport au cours du 21 janvier. Toujours dans le même secteur, This-Way poursuivrait aussi le renforcement de ses performances grâce à son positionnement diversifié sur des segments avec un potentiel à moyen terme important, nominalement le photovoltaïque et la vidéosurveillance. Donc, la vidéosurveillance qui s'est traduite par la signature d'un partenariat avec le leader mondial Hikvision. Et ajoutons à cela que This-Way démarrerait prochainement des travaux de construction de sa nouvelle plateforme logistique, devant lui permettre d'élargir son périmètre sur ce segment et d'acquérir de nouveaux clients. Et de plus, le groupe s'oriente vers le marché africain afin d'élargir son expansion géographique selon le comité exécutif. Concernant les réalisations, le résultat net de This-Way au S1 2021 est ressorti en progression de 34% à 58 millions de dirhams, pour une marge nette se fixant aux alentours de 7,4% contre 6,8% en 2020. Donc, nous restons positifs sur cette valeur et nous recommandons d'accumuler la valeur dans les portefeuilles pour un cours cible de 800 dirhams. Passons maintenant au secteur de la pétrochimie avec SNEP, qui est le leader des produits vinyliques et des produits issus d'électrolyse et qui devrait poursuivre sa croissance en 2022 grâce notamment à la reprise attendue de l'activité vinylique avec une ambition d'exporter près de 20% du chiffre d'affaires sur ce segment à horizon 2024, ce qui conduirait ainsi à un effet prix-volume favorable. Ajoutons aussi à cela la poursuite de l'exploration du relais de croissance sur le compound PVC, ce qui est notamment lié à l'industrie automobile au Maroc. Cette industrie qui connaît notamment un des renforcements industriels de ses constructeurs et ses équipementiers. Et aussi, nous notons l'augmentation progressive de la capacité de production de SNEP en produits vinyliques et en production de carbonate de soude. Donc, en effet, au T3 2022, SNEP devrait entamer sa nouvelle chaîne de production dédiée au développement de produits sophistiqués à forte valeur ajoutée, en l'occurrence via le lancement d'une nouvelle unité de compound PVC, ce qui permettra de mieux tirer profit de sa nouvelle capacité annuelle de production de 90 000 tonnes de PVC et 65 000 tonnes de soude. Et c'est dans un contexte quasi monopolistique à l'échelle nationale où le gouvernement maintient aujourd'hui des mesures anti-dumping protégeant l'industrie nationale de plusieurs sources d'importation comme les États-Unis, l'Union européenne ou le Mexique, que SNEP pourra poursuivre sa montée en puissance, répondant ainsi à la demande croissante du marché des produits de l'électrolyse. En termes de réalisation, SNEP affiche un RMPG en hausse de 57% comparativement au S1 2020, à 54 millions de dirhams. Donc, nous recommandons ainsi de conserver la valeur dans le portefeuille compte tenu d'un cours cible de 850 dirhams, offrant un upside de 6,5% par rapport à janvier 2021. Maintenant, nous allons passer au secteur des hydrocarbures avec notre valeur phare Total Maroc. Nous avons remarqué aussi qu'on est en train d'assister à des tendances haussières des prix des énergies avec un redressement du cours du pétrole brut à plus de 60% pour le Brent et entre 61 et 63% pour le WTI en year-to-date, mais aussi une pontification de la valeur énergétique industrielle, notamment celle du gaz, qui représente 30% du chiffre d'affaires global du groupe Total, ce qui devrait induire l'impact sur les marges de l'opérateur.
D'autre part, Total serait plus serein grâce à l'adossement au groupe français Total qui assurait le volet de couverture de change et approvisionnement du groupe. À plus long terme, l'opérateur multi-énergie annonce son intérêt pour s'impliquer dans les énergies alternatives dans le cadre du projet Gas to Power au Maroc, un projet qui pourrait s'accélérer en cas de mise en œuvre rapide de la station de regazéification ou de confirmation de découverte de gaz majeur au Maroc. Donc, aussi sur le plan financier, la compagnie a entamé une stratégie de désendettement sur les 4 dernières années, ce qui constitue un fort potentiel de distribution pour les actionnaires. Et ceci étant, et comme vous le savez, les opérateurs d'énergie sont exposés au risque de sanctions par le Conseil de concurrence vis-à-vis des soupçons de pratiques anticoncurrentielles, quoique aujourd'hui, nous n'avons aucune visibilité sur cette question. Et il convient aussi de rappeler qu'au S1 2021, Total Maroc a affiché un RNPG en bond de près de 3 fois à près de 370 millions de dirhams. Et en termes de recommandations, nous sommes à accumuler la valeur totale pour un cours cible de 1956 dirhams, soit un upside de 8,6% par rapport au cours du 21 janvier 2022. Et finalement, toujours dans un secteur des énergies, mais cette fois-ci pour l'électricité, nous avons la valeur Taqa Maroc et nous sommes dans un secteur d'énergie qui démontrerait une croissance au royaume en vue d'un renforcement de l'utilisation d'énergie renouvelable au Maroc, ce qui intégrerait la mise en place d'une stratégie s'articulant autour du lancement de projets pour une valeur de 40 milliards de dollars, ce qui offrirait un potentiel de croissance intéressant pour les opérateurs du secteur. Dans cette stratégie, nous avons 30 milliards de dollars qui seront consacrés aux énergies durables, avec une part cible dans la capacité de production électrique qui devrait atteindre dans les 40% en 2022 et les 52% à horizon 2025. Dans cette configuration, le secteur énergétique aura toujours besoin des centrales à charbon pour assurer la puissance de charge électrique, ce qui permettrait de maintenir la production de Taqa au moins au niveau actuel. Mais en attendant la possibilité de se lancer dans de nouveaux projets alternatifs, Taqa cherche constamment à améliorer ses performances techniques, notamment en matière de maintenance avec la poursuite des efforts de digitalisation, qui est dans le but d'augmenter de 2 à 3 ans les cycles d'unité, qui sont actuellement de 8 ans. Et ceci permettra de générer des gains additionnels en termes de coûts et de maintenance. Ajoutons à cela que l'éolien et l'Afrique constituent indéniablement des relais de croissance pour Taqa, mais restent freinés par le retard constaté dans la mise à niveau du cadre réglementaire au Maroc et aussi de l'absence d'opportunités sur le continent noir. Donc, au S1 2021, Taqa Morocco a affiché un RNPG en hausse de près de 3,7% à près de 444 millions de dirhams. Et en termes de recommandations, nous sommes à accumuler pour Taqa Morocco pour un cours cible de 1178 dirhams, soit un upside de 7,1% par rapport au cours du 21 janvier 2022. Donc, c'est tout pour moi. Je vous laisse avec Dounia pour les valeurs Maroc Télécom et la Farge aussi. Merci Yacine. Donc voilà, donc je vais conclure un peu ce webinaire en parlant des 2 dernières valeurs, à savoir Maroc Télécom et Lafarge Holcim Maroc. Alors pour ce qui est des télécoms, on va commencer par ça, plus particulièrement Maroc Télécom. Donc 2021 devrait être une année un peu moins prolifique que l'année précédente, comme l'a laissé clairement entrevoir les résultats sur les 9 premiers mois de l'année. Après une année 2020 où la société avait vraiment fait preuve d'une grande résilience face à la pandémie, on a les revenus de l'opérateur en 2021 qui devraient être plombés principalement par la mauvaise tenue de l'activité mobile au Maroc. Alors, pourquoi cette activité mobile Maroc ne se tient pas aussi bien qu'elle devrait le faire? Premièrement, c'est vraiment le premier point, c'est vraiment l'intensification de la concurrence, en particulier sur le mobile prépayé, qui est très élastique en termes de prix et qui a engendré une perte conséquente de part de marché au niveau des 9 premiers mois de l'année 2021, avec des offres des concurrents extrêmement agressifs. Le deuxième des points, c'est en fait une baisse de l'ARPU. Alors, qu'est-ce que l'ARPU? C'est l'average revenue per user. C'est un peu le panier moyen en fait des télécoms. Et qui devrait baisser, qui a baissé en fait en 2021 et qui devrait poursuivre sa baisse en 2022 en raison
premièrement d'une perte de pouvoir d'achat, vu le contexte de crise qu'on traverse depuis 2 ans, d'un côté, mais d'un autre côté également, c'est vraiment la montée en puissance et la démocratisation des over the tops. Les over the tops, c'est quoi? C'est les WhatsApp, c'est les Teams, c'est les Facebook Messenger. En fait, c'est toutes les communications qu'on peut passer directement via Internet, qui se sont vraiment développées et qui se sont démocratisées durant en fait, la pandémie. Le dernier point, tout simplement, c'est le repli des revenus entrants avec le plan qui a été mis en place de réduction des terminaisons d'appel qui a été démarré par le régulateur, qui devrait s'étaler jusqu'au mois de juin 2022. On a une baisse d'à peu près 75% en fait, des terminaisons d'appel étalées en fait, sur 18 mois. Alors, heureusement qu'on a quelques éléments positifs qui permettent de contrebalancer en fait, ces points un peu piquants. On va dire, la première chose, c'est la dynamisation des revenus fixes et Internet qui ont été entamés en 2020 pendant la pandémie, au début de la pandémie, qui devraient se poursuivre sur 2021 et éventuellement sur 2022. Le deuxième point, c'est en 2021, c'est la reprise des revenus roaming et internationaux, en particulier en fait le lancement, le maintien, on va dire, de l'opération Marhaba qui a bien pu se dérouler en 2021 et l'allègement des restrictions de déplacement à l'étranger pendant l'été, ce qui a permis en fait de relever un peu le niveau des reprises des revenus roaming qui s'étaient écrasés en 2020, mais qui sont loin de revenir à leur niveau d'avantage normatif en 2019. Enfin, le dernier point, bien sûr, c'est la bonne tenue des activités des filières africaines qui continuent un peu de jouer le rôle de locomotive, même si on a constaté au T3 2020 un léger essoufflement à ce niveau-là. Alors, pour ce qui est de l'évolution globale du titre Maroc Télécom, cette dernière elle va être un peu tributaire du choix effectué par le groupe en termes de distribution de dividendes en 2021. En gros, si on a un retour à la politique de distribution généreuse historique du groupe, on devrait avoir un cours qui repart à la hausse. Et contrairement, si on a un maintien de la baisse du payout à l'image de 2020, on devrait plutôt avoir un cours qui se dirigerait plutôt à la baisse. Donc, dans ces conditions, globalement, et compte tenu de notre opinion qui corrobore davantage un retour des dividendes, on recommande d'accumuler le titre dans les portefeuilles. Mais il reste quand même un point sur lequel on devrait quand même attirer votre attention, c'est le risque réglementaire et juridique qui existe autant au Maroc qu'en Afrique et qui pourrait, s'il se concrétise, peser sur les résultats de Maroc Télécom et par conséquent sur la masse de dividendes disponible pour la distribution. Donc ça, c'est pour Maroc Télécom. Alors, c'est possible de passer à la page Holcim Maroc. Donc, après une année, justement, 2020, encore une fois, pour les matériaux de construction, qui a été extrêmement difficile, on va dire, compte tenu, en fait, de la fermeture, en fait, ou l'arrêt de quasiment totalement tous les chantiers pendant à peu près 3 mois, le secteur des matériaux de construction arrive à reprendre un peu du poil de la bête et il a profité plus que prévu en fait de l'effet de rattrapage qu'il y a eu au niveau des chantiers. Et en 2021, on a constaté une hausse assez importante de près de 14% en fait des ventes de ciment, ce qui a permis même de dépasser le niveau enregistré pré-pandémie en 2019. Alors, au niveau du T3 2021, si on part sur un cumulé de 9 mois, on a des cimenteries qui affichent des chiffres d'affaires qui progressent entre 6 et 22% pour la Forge Holcim et qui a vraiment profité en fait d'un mix produit qui semble être plus intéressant, donc un effet prix. On a le segment également béton, l'activité béton qui s'est pas mal portée et on a également un premier effet léger de l'ouverture de l'usine d'Agadir au deuxième semestre 2021. Donc, pour la Forge Holcim, clairement, si on devait se positionner on devait faire un arbitrage en fait sur les deux valeurs cimentières, on serait plus sur la Forge Holcim, déjà parce qu'elle a vraiment réussi à améliorer, ou plutôt à préserver l'amélioration des marges justement qu'elle avait réussi à gagner en 2020 en poursuivant les efforts d'optimisation des coûts. Même si effectivement le coût du petcoke ou la flambée des coûts du petcoke dans le sillage de celui du pétrole risque de réduire un peu ses gains en termes de marge, mais elle a réussi vraiment à conserver un bon niveau de marge. D'un autre côté, elle est dans une position d'attaque, on va dire quelque part, en s'installant au niveau de la zone de prédilection de ciment du Maroc, qui est la zone d'Agadir et sud. Et donc, elle ne peut que gagner des parts de marché à ce niveau-là, alors que Ciment du Maroc ne peut
qu'en perdre ou en tout cas en stabiliser. Donc, c'est pour ça que s'il y avait un arbitrage à faire, on se positionnerait plus au niveau de la Forge Alcim, qui d'ailleurs continue à afficher des niveaux de PE qui restent relativement incorrects, même s'il y a une flambée de son cours au niveau de l'année 2021 et un niveau de dividend yield qui reste au même niveau plus ou moins que celui du marché. Voilà pour ces deux derniers secteurs. Donc, je repasse la main à Reda pour la session questions-réponses. Merci Dunia, merci à tous. Donc effectivement, on se prend un petit quart d'heure peut-être pour balayer effectivement les différentes questions qui ont été reçues de nos participants, qu'on remercie de leur participation active. Donc peut-être une première question pour toi Dunia, au sujet des paramètres autres que la valeur ajoutée agricole qui ont été pris en compte dans le scénario de croissance, notamment l'aspect fiscalité et son éventuel impact positif sur le scénario de croissance 2022. Alors, effectivement, l'agriculture demeure un secteur important puisqu'il fait quand même près de 40% de la il fait vivre près de 40% de la population, même si sa contribution reste entre 10 et 12%. Maintenant, effectivement, la fiscalité pourra être bénéficiaire dans un scénario inflationniste, mais au niveau du PIB, mais pas vraiment au niveau du PIB parce qu'il est calculé en termes constants. Donc, ça retranche un peu l'effet inflation. Donc, voilà pour cette question. OK. Une autre question par rapport à l'écart, en tout cas par rapport au spread entre le 10 ans et le dividend yield. Est-ce qu'il n'y a pas, on va dire, du fait à la fois de la pression sur les finances publiques et les impacts de la crise sanitaire sur les bénéfices des sociétés cotées, un risque d'évolution, on va dire, de ce spread entre le 10 ans et le dividend yield? Oui, très probablement, en fait, il risque effectivement de se réduire. Mais c'est un peu trop tôt pour se prononcer. C'est vraiment dans le cas d'une hausse des taux. C'est une hausse des taux qui se confirme. On sera effectivement dans cette configuration, mais ça sera plus vers le deuxième semestre de 2022 plutôt que dans ce premier semestre. Mais effectivement, c'est une éventualité à prendre en considération et c'est possible que ce spread qui était jusqu'à là très intéressant, qui se situe entre 40 et 100 points de base cette année, commence à se réduire et donc effectivement que l'arbitrage au niveau de l'action-obligation soit un peu moins intéressant qu'il l'était en 2021. Okay. Alors, merci Dunia. Une question cette fois-ci pour Rita concernant le niveau de rebalancement du portefeuille de référence de BKGF. Alors effectivement, donc pour le rebalancement, donc on ne fait pas de rebalancement, c'est un portefeuille qui est remis à zéro en fin d'année et qu'on va reconstituer en fonction de la méthodologie que nous avons présentée au niveau du webinaire. Voilà. OK, merci Aïcha. Alors, question suivante, elle est pour Khadija. Quels sont les éléments qui expliquent votre conclusion au sujet du coût du risque qui a été commenté tout à l'heure? D'accord, donc je pense que la question fait référence à la baisse attendue du coût du risque. Donc comme vous le savez, les banques ont enregistré une très forte dégradation de leur coût du risque en 2020. Et ce poste fait aujourd'hui l'objet d'une reprise confirmée, d'une très forte amélioration. Donc on l'a vu au T3 avec une baisse de près de 30%, il me semble, de ce poste. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un repli qui va se poursuivre sur le T4 2021, sur 2022, mais aussi sur 2023. Donc, ça va se faire de façon progressive puisqu'il est fortement lié à l'amélioration de la situation économique. Et effectivement, ces provisions importantes qui ont été constituées en forward-looking en 2020 qui permettent aux banques d'avoir aujourd'hui une situation assez confortable et leur offrent aussi la possibilité de constater des reprises à moyen long terme pour justement arriver à un niveau normatif, on va dire, du taux du coût du risque en 2023. Donc, voilà. OK, parfait. Merci, Khadija. Alors, question suivante, elle est pour Iman, au sujet de la valeur La Belle Vie, pour laquelle la suggestion est un retrait par rapport au portefeuille cible, en tout cas, qui a été défini par BKGR. L'un des participants nous dit que d'autres analystes
ont plutôt fait le choix, on va dire, de recommander cette valeur au vu de son potentiel aussi en 2022, à la fois au vu de sa situation financière et des perspectives. Donc, si vous pouvez me commenter, on va dire, ce choix concernant la belle vie. Donc, pour la belle vie, nous estimons que le On a prix un écho. actuel intègre. Iman, il y a un Pardon, écho. donc je disais pour la belle vie, nous estimons que le prix actuel intègre déjà tout le potentiel de la valeur et du coup nous attendons d'autres annonces majeures avant de pouvoir la réintégrer dans le portefeuille. Ok. Toujours Iman, si tu permets une question par rapport à ce thème et l'impact, on va dire, de la mise en place des traitements Covid sur la production des vaccins et donc sur la valeur de ce thème. Est-ce que là-dessus, il y a un commentaire à apporter? Donc pour ce thème, même la société a dit qu'elle n'avait pas encore une idée sur la rémunération du vaccin dans le cadre de la sous-traitance pour le compte de l'État. Donc l'impact certainement non négatif, mais il faut attendre. Ok. Sur Marsa Maroc, une question précise d'un participant pour savoir est-ce que l'activité de Dakhla Atlantique a démarré, enfin, du port Dakhla Atlantique a démarré. Alors, pour le moment, il n'y a eu que le lancement des travaux d'infrastructure. L'activité du port n'a pas encore démarré, non. Ok. Alors, merci Iman. Je poserai quelques questions plutôt orientées marché à Majd, VMC Capital Bourse. Alors, la première, c'est par rapport à l'année 2022. Est-ce qu'elle serait également une année de flux, notamment les flux provenant des institutionnels et des OPCVM? Bonjour à tous, bonjour Eda. C'est une question, on va dire que le marché marocain est un marché de flux. Donc, on le voit très bien, le niveau de valorisation qui est somme toute assez élevé par rapport à ces peer groupes. Et pourtant, il y a le marché qui progresse et il y a du volume. Donc, c'est un marché de flux. Maintenant, pouvoir concrètement dissocier l'impact flux d'un impact plutôt macro ou news, on va dire que c'est assez difficile, mais je pense que le marché continuera d'être drivé par les flux. D'ailleurs, on le voit, hein, dès qu'il y a des flux souscripteurs, notamment chez les OPCVM, le marché est porté à la hausse. Et dès que les flux se tarissent, le marché s'affaisse d'une manière assez singulière. Donc, notre marché est, je dirais, dans ses gènes, porté par les flux. Maintenant, effectivement, pour l'année 2022, il ne faut pas aussi occulter un élément très important qui va être probablement les flux aussi étrangers, qui ont beaucoup moins pesé sur le marché en 2022, puisque le marché était plutôt à l'achat et plutôt bien orienté. Mais en 2021, pardon, mais en 2022, On t'a perdu. les marchés. Ah, pardon. Je pense que les marchés émergents seront sous pression. Et notamment, je pense la partie, je dirais, acheteuse qui est éminemment institutionnelle et OPCVM. Ok. Alors, je passe à une autre question, cette fois-ci pour Yacine. Elle concerne le niveau, elle concerne la valeur, pardon, Taqa Maroc, enfin Taqa Morocco, et un commentaire sur le niveau d'EBIT. Le micro est coupé, Yacine. Oui. Donc, pour Taqa, l'EBIT devrait être à un niveau normatif et ça dépendra de l'évolution de l'API 2 et accessoirement des améliorations techniques. Ok, merci Yacine pour cette réponse. Je poserai cette fois-ci une question donc, à Imen. Une autre question qu'on a reçue sur la méthode utilisée pour la valorisation des bancaires. Et si en tant qu'analyste, vous êtes confortable avec les ratios réglementaires du CIH.
Enfin, pardon, pour Khadija. Alors, par rapport aux méthodes de valorisation, donc pour les bancaires, on n'utilise pas qu'une seule méthode, on utilise pas mal de méthodes et on fait ensuite la moyenne pour aboutir à un cours cible. Donc, parmi les méthodes, donc, je vous les cite rapidement, on a la méthode des anglo-saxons, l'actualisation du RN, la DDM, les comparables. Donc, il y a pas mal de méthodes qu'on utilise. Sinon, pour CIH, donc pour les ratios réglementaires, donc effectivement, ils se situent à des niveaux qui sont très, très confortables et qui sont même supérieurs à la moyenne sectorielle. Donc, ils sont très bons et ils leur confèrent justement une capacité de distribution qui est assez importante. Donc, on le voit souvent avec les croissances à deux chiffres qui sont affichées en termes de distribution de crédit. Sinon, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que le ratio core tier 1 se situe à un niveau qui est quand même assez faible, mais on pense que c'est un niveau qui va s'améliorer dans les mois qui vont venir. Donc, voilà. Parfait, merci Khadija. Une question, comme je disais cette fois-ci pour Iman, elle concerne Snap et Sotema. Donc, un participant veut savoir en fait quels sont les taux, enfin, quel est le taux d'actualisation et le taux de croissance à l'infini utilisé pour la valorisation donc, de Snap et Sotema. Iman? Alors, Reda, elle va juste peut-être récupérer les données et on peut poursuivre sur d'autres questions éventuellement en attendant qu'elle puisse récupérer Ok, le bien fichier de valeur. sûr. Ok, c'est noté. Alors, donc, je vais passer peut-être à une autre question, cette fois-ci pour Dounia. Elle concerne Maroc Télécom et principalement en fait le sujet de la plainte déposée contre Maroc Télécom par Inouï et si cela a été pricé dans le cadre de la valo retenue pour Maroc Télécom. Dounia? Excusez-moi, vous m'entendez? Oui. Parfait. Alors, en fait, c'est la plainte, effectivement, qui a été déposée, c'était pour un montant de 6,8 milliards à peu près, en dommages et intérêts. Elle fait suite un peu à celle déposée en 2018, en raison, en fait, de l'abus de la banque. Et elle a pour objet, en fait, l'abus de position dominante de l'opérateur au sujet des histoires de découpage. Il existe effectivement un risque juridique ou juridique qui est non négligeable, qui pourrait se concrétiser, comme on l'a mentionné, plutôt peser sur les résultats et sur la distribution de dividendes. Par contre, on n'est pas encore en mesure de le pricer en raison du manque d'informations qui entoure cette affaire. Il nous faut vraiment avoir davantage de visibilité par rapport à ce point. Donc voilà. Donc au niveau de notre valo, non, il n'a pas été encore pricé. OK. Alors, une question un peu générale, cette fois-ci pour Majd, côté marché, sur, on va dire, les principaux catalyseurs et les principaux éléments à risque à surveiller donc, par rapport au marché boursier en 2022. Merci Reda. Alors, effectivement, bon, c'est une question un peu généraliste, certes, mais qui a tout son poids dans l'exercice actuel. Alors, pour les facteurs à risque, je pense qu'on a une pléthore. D'ailleurs, qu'ils soient à l'échelle internationale, on les connaît tous. C'est l'inflation qui revient, la hausse des matières premières, le baril en tête, et bien évidemment le spectre de resserrement des politiques monétaires, notamment celle du dollar qui a été annoncé. Ça, c'est les principaux facteurs à risque à l'échelle internationale, sans parler bien évidemment de la menace sanitaire, bon, je pas menace, mais plutôt du variant Omicron qui, même si, espérons-le, va pouvoir s'atténuer dans les mois à venir. Sur l'échelle nationale, on va dire que les principaux facteurs à risque, on l'a dit, on va le redire, c'est dorénavant et désormais une constante, c'est la campagne agricole avec le stress hydrique qui se fait de plus en plus pressant. Les niveaux des barrages sont tout assez bas et qui pourraient peut-être menacer la campagne agricole, en tout cas pour l'année 2022. Ça, sur le plan macroéconomique, même si effectivement il y a d'autres éléments qu'on pourrait citer. Mais pour revenir au marché, je pense que l'élément central que nous regardons tous, c'est le fameux arbitrage le marché obligataire versus marché action. Je pense qu'une des questions du panéliste, d'un des participants était dans ce sens. Et c'est vrai que tant que le marché taux reste à des niveaux bas, l'arbitrage reste favorable au marché action, même si on a vu au tout début de l'année
une petite poussée haussière sur les taux. Somme toute, ce n'est pas un trend, on va dire, on n'est pas dans un trend, mais quand même, c'est une piqûre de rappel pour nous rappeler qu'avec la pression budgétaire à venir, il faut garder en mémoire que les niveaux qui sont des niveaux plutôt bas, historiquement bas, ne pourraient peut-être pas durer toute l'année et qu'il y aura des moments de stress. Et c'est à ces moments-là qui vont peut-être être des mouvements clivants pour le marché, peut-être un changement de trajectoire. Donc, ça, il s'agit bien évidemment des principaux, je dirais, facteurs à risque. Mais disons-le, on va le rappeler encore une fois, le marché marocain est encore un marché qui est dominé par les flux. Et en l'absence d'alternatives d'investissement, en tout cas liquides et qui puissent absorber un peu les flux massifs des investisseurs institutionnels, le marché restera, je ne dirais pas soutenu, mais tout de moins porté par ces flux-là. Donc, nous, on anticipe en tout cas pour l'année 2022, tenant compte à peu près de tous les facteurs à risque d'une croissance du marché autour de 5 à 10%. C'est corroboré en partie, bien évidemment, par la hausse de la capacité bénéficiaire qui a été présentée aux alentours de 11% pour l'année 2022. Nous espérons bien évidemment un retour de la situation en temps normal très rapidement, je l'espère, Inch'Allah, dès la fin du T3. Peut-être que nous pourrons fêter tous ensemble la disparition du variant Omicron en 2022 et ça permettra d'apaiser pas mal de choses et de signer un retour de confiance, que ce soit sur le plan macroéconomique, mais même sur le plan du marché. Et avec ceci, nous escomptons aussi avoir de nouvelles IPO, à l'instar de celle de TGCC, qui viendrait un peu nourrir le marché du papier frais et maintenir cette dynamique positive. Donc, vous l'avez très bien compris, nous ne sommes pas dans un ciel totalement éclairci, ensoleillé, mais nous ne sommes pas du tout non plus dans un contexte plutôt orageux et voilà. Donc, nous sommes à mi-chemin entre les deux. Voilà. Donc, on devrait normalement rentrer dans une phase de consolidation du marché, mais plutôt qui resterait plutôt bien orienté pour l'année 2022. En tout cas, nous l'espérons. Merci. Merci, Majd. Donc, je reviens à la question, peut-être pour Iman, concernant les valeurs SNEP et Sotema, concernant donc les taux d'actualisation et le taux de croissance à l'infini utilisé pour la valo. Oui, donc on a utilisé un taux de croissance de 2% pour Sotema et 0% pour SNEP. D'accord. Parfait. Alors, j'ai encore peut-être une autre question que je vais poser cette fois-ci à Rita concernant donc le fondement, on va dire, du maintien d'une stratégie défensive, alors que la situation devrait nettement s'améliorer, notamment avec une fin de pandémie prévue ou espérée, en tout cas en 2022. D'accord, donc effectivement, je ne sais pas si vous me voyez. Non. Non. Là, c'est bon. Donc, effectivement, il y a un certain nombre de spéculations qui pourraient laisser à croire que voilà, Omicron signe quelque part la fin de la pandémie. Toutefois, l'impact économique lié à ce nouveau variant ne doit pas être minimisé parce qu'effectivement, dans certaines entreprises, il y a un cas d'absentéisme qui est très important, donc ce qui peut conduire à des problèmes de logistique au sein même des différents société. Donc, mais ceci dit, au vu du contexte qui est général, qui est caractérisé d'une part par la décélération attendue de la demande interne, notamment en raison d'une campagne agricole qui s'avance moins prolifique que celle de 2021, et également combiné à la probable hausse des taux d'intérêt et à la poursuite de la flambée des prix des matières premières. Donc, nous avons maintenu une préférence pour un portefeuille qui est à dominante défensive. Même si vous l'avez vu, on a introduit des valeurs semi-cycliques. Mais voilà, on reste à dominante défensive. Et comme je vous l'ai dit, sur ces valeurs, nous avons quelque part misé sur les valeurs qui ont un pricing power élevé et un niveau de rendement qui est très attractif. Voilà. Merci Aïta. Peut-être une double question qui concerne cette fois-ci le secteur BTP pour Dounia. Est-ce que donc le BTP est sorti pour de bon, on va dire, de la crise? Et quel serait d'une certaine manière, en complément, l'événement qui pourrait déclencher justement la reprise, en tout cas une reprise plus nette
du secteur BTP. Alors, c'est vrai que le secteur des BTP a traversé une phase assez difficile depuis plusieurs années, due à la capacité de production, tassement de la demande, et ça a été qu'intensifié par la pandémie. Mais l'activité de construction, même si elle a été touchée de plein fouet par la crise sanitaire, le secteur s'est parfaitement relevé et a même, en 2021, même réussi à dépasser son niveau enregistré en 2019. Donc, enfin, cette embellie, on va dire, qu'on a enregistrée en 2021 est quand même à prendre avec des pincettes. Parce qu'elle pourrait être que la résultante temporaire d'un effet de rattrapage après le ralentissement exceptionnel qui a été connu en 2020. Et on pourra assister effectivement en 2022 à une décélération des ventes. À moins qu'il y ait une forte justement dynamique commerciale n'intervienne dans le secteur immobilier. Et donc ça, ce serait effectivement l'événement qui pourrait faire basculer et qui pourrait faire perdurer en fait une reprise du secteur des BTP, c'est justement que l'immobilier rentre dans un nouveau cycle haussier. Alors, il faut savoir qu'on a observé sur les décennies passées que le secteur immobilier passait en général par des phases de 10 ans de crise et de remontée. Des cycles montants et des cycles descendants. On vient de sortir d'un cycle descendant de 10 ans, donc on espère que dans les 10 prochaines années, on va pouvoir justement intégrer un nouveau cycle haussier qui pourrait justement redynamiser le secteur des BTP de façon générale. Donc, il y a ce point. Et également, il y a aussi pour 2022, excusez-moi, on a également un important budget d'investissement en infrastructure de l'État d'à peu près 90 milliards et qui pourrait octroyer, en tout cas pour cette année et l'année à venir, une certaine résilience pour les opérateurs du secteur. Mais le vrai déclencheur serait vraiment une reprise du secteur immobilier parce qu'il faut savoir que 75% des ventes en fait, des BTP sont liées à ce secteur en particulier. Voilà, j'espère que j'ai répondu aux deux questions. Oui, parfait. Merci, Donia, pour ces éclaircissements au sujet du secteur de BTP. Donc, je pense qu'on a fait un peu le tour des différentes questions. Si on a encore certaines qui ont été reçues par écrit, on fera un retour par email post-webinaire, comme on a déjà passé 1h30 à traiter donc, des différents sujets du jour. Donc, je vous remercie en fait l'ensemble de nos experts de BMCE Capital Global Research et de BMCE Capital Bourse qui sont intervenus dans le cadre de ce webinaire. Bien évidemment, je vous remercie vous tous en tant que participants et nous vous donnons rendez-vous lors de nouvelles sessions et de nouveaux webinaires sur différentes thématiques au cours de cette année 2022. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.